L'histoire commence dans la forêt abyssale, un labyrinthe magique dont personne ne revient. Un vieil homme demande à sa compagne, Léa, si une maison a réellement été construite à cet endroit. Léa le confirme nerveusement en disant qu'ils sont sur le point d'atteindre leur destination. Son grand-père exprime son incrédulité, se rappelant que même le seigneur démon craignait cet endroit. Lorsqu'il libère, il se demande à voix haute si la vision impossible qui s'offre à eux n'est pas une illusion. Devant eux se dresse un grand manoir orné, fermé par une imposante clôture en fer. Déterminé, le grand-père dit qu'il faut découvrir qui a pu le construire. Avec un gros grincement, il pousse l'une des immenses portes. Alors qu'il traverse le terrain, il sent une présence lourde et oppressante suspendue dans les airs. Il se tourne vers Léa, la prévenant de toute urgence d'être prête à courir. Soudain, les portes principales du manoir commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes avec un grincement. De l'obscurité surgit une vague d'ombre, marquant sa première rencontre avec le roi immortel. Ailleurs, une personne désorientée gémit alors qu'elle reprend lentement conscience. Seule dans une forêt dense, elle se demande où elle pourrait être. Une puissante vibration énergétique parcourt l'air, la faisant halter d'alarme. Il sent immédiatement que quelque chose de profondément inquiétant ne va pas dans cette forêt. Le lieu tout entier semble imprégné d'une présence étrange et sinistre. Les bruits de feuilles qui bougent dans toutes les directions créent une atmosphère paranoïaque, comme si elle était observée. Submergée par la peur, elle crie qu'elle doit trouver un endroit sur où se cacher. Sa recherche désespérée la mène à l'entrée sombre et prometteuse d'une caverne. À l'intérieur, elle respire, soulagée de voir que rien ne la suit. Cependant, l'étrange énergie vibrante qu'elle ressentait à l'extérieur semble l'avoir accompagnée jusqu'à la grotte. Il remarque que la caverne s'étend profondément dans l'obscurité. Effrayée par ce qui pourrait se trouver à l'intérieur, elle décide d'aller un peu plus loin en quête de sécurité. Plus loin à l'intérieur, il découvre une petite chambre avec une arche artificielle particulière. À l'intérieur de cette chambre, il se rend compte que l'étrange présence de la forêt a finalement disparu. Il soupire, essayant de comprendre la situation, se souvenant seulement qu'il s'est endormi après le travail. Prenant un moment pour évaluer son état, il regarde sa propre main. Une vague d'horreur l'envahit lorsqu'elle réalise que son corps est transparent. Elle crie désespérément, réalisant qu'elle est morte et qu'elle n'a même pas de pieds. Il met ses mains sur sa tête, paniqué, incapable de se souvenir de sa vie passée ni même de son nom. Alors qu'elle se demande désespérément de qui il s'agit, un écran translucide et lumineux apparaît devant elle. L'écran montre sa nouvelle réalité, un fantôme de niveau 1 venu d'un autre monde. Le fantôme nouvellement formé semble confus alors qu'il regarde l'écran lumineux devant lui. Il lit son titre et se rend compte qu'il a été transporté dans un autre monde. De son doigt éthéré, il touche l'écran, révélant une description détaillée de son espèce. Décomposé et découragé, il se plaint d'être le type de démon le plus faible. Avec une expression triste, il constate que l'écran d'état ne donne aucun indice quant à son origine. Il décide qu'avoir un nom est essentiel pour cette nouvelle seconde vie. Il se souvient avec émotion des jeux et des histoires héroïques de sa vie passée. Il se donne avec enthousiasme un nom cool et puissant, Sigmand. Dès que le nom est choisi, sa forme commence à se déformer et à se déstabiliser. Il crie d'alarme alors que son corps spectral vacille violemment. Paniqué. Il se demande si même un fantôme peut disparaître ou mourir. Votre écran de statut est mis à jour, enregistrant officiellement votre nouveau nom et un nouveau titre. En lisant les détails, on comprend qu'il disparaît presque totalement avant d'évoluer. Après un moment de réflexion, il en déduit que la présence de la forêt relève de la magie démoniaque. Il accepte sa nouvelle mortalité et le danger extrême que représente la forêt. Votre seule option claire pour survivre est d'avancer plus profondément dans la caverne. Sentant une magie plus faible à venir, il espère que passer au niveau supérieur le rendra plus fort. À ce moment-là, je ne pouvais pas savoir que c'était juste l'entrée de la grotte. Flottant dans les tunnels sombres et rocheux, il commence sa mission. Il rencontre bientôt un rat anormalement gros, le reconnaissant comme un démon. Prudemment, vous décidez d'examiner d'abord les compétences dont vous disposez. L'écran affiche une seule compétence, Drain Touch, qui vole la force vitale. Déterminé à tester son pouvoir, il flotte lentement vers la créature sans méfiance. Il tend la main et la pose sur le dos du rat. Avec une déclaration silencieuse, il libère la puissance de son toucher drainant. Une puissante poussée d'énergie est violemment absorbée du rat vers lui. Il sent une montée de puissance enivrante traverser son corps spectral. L'énorme rat émet un dernier cri avant de s'effondrer. Son corps disparaît en un éclair, laissant à sa place un petit objet.
Un orbe brillant tombe sur le sol de la grotte avec un léger bruit sourd. Il flotte pour l'inspecter, l'identifiant comme une pierre magique. À sa grande surprise, il découvre que sa main éthérée peut tenir l'objet solide. Alors que ses doigts se referment sur la pierre, une vague d'énergie le traverse. Tenant la pierre magique lumineuse, Sigmand absorbe son pouvoir lorsqu'elle se fissure. Un son de notification aiguë résonne, captant immédiatement votre attention. L'écran annonce que vous avez augmenté de niveau et acquis une nouvelle compétence. Son statut affiche désormais la capacité unique de drainage de l'âme et un odorat amélioré. Il se rend compte qu'il peut devenir plus fort en absorbant les capacités des pierres magiques. Conscient de sa faiblesse, il décide de chasser les ennemis petit à petit pour gagner du pouvoir. Il se faufile sur un autre rat géant en train de ronger un crâne. Soudain, un autre rat le détecte et pousse un cri aigu. En l'attaquant, il acquiert de manière inattendue la capacité de résistance aux maladies. Avec un cri furieux, le rat géant bondit dans les airs vers lui. Il regarde calmement la créature se jeter directement sur son visage. Le rat traverse son corps immatériel sans causer de dégâts. Avec un bruit sourd comique, la créature s'écrase tête baissée contre la paroi de la grotte. Il a une révélation soudaine. Les attaques physiques sont inutiles contre les fantômes. Le rat, stupéfait, glisse le long du mur, vaincu par l'impact. Désormais confiant, il déchaîne son toucher drainant sur la nuée de rats. Après en avoir vaincu un autre, il tient sa nouvelle pierre magique dans sa main. Il se demande pourquoi il n'a pas obtenu de nouvelles capacités de ce monstre en particulier. Un énorme et terrifiant ci-debout glisse de manière menaçante hors de l'obscurité. Son visage se déforme lorsqu'il se rend compte qu'il existe un autre démon, beaucoup plus grand. La créature rampe vers lui, le faisant crier de peur. Il se calme, se rappelant que les attaques physiques ne l'affectent pas, et prépare ses capacités. Il acquiert deux nouvelles capacités, la création de poison et la résistance au poison. Un nuage de gaz toxique provenant du monstre se dissipe sans danger autour de lui. Après l'attaque, il s'enroule et se lance à la tête de la centaine de pieds. Il absorbe son pouvoir, s'excusant d'avoir dû monter de niveau à ses dépens. Au fur et à mesure que vous flottez plus profondément, vous remarquez que les chemins déroutants de la grotte ressemblent à un labyrinthe. Le design vous rappelle les donjons à plusieurs niveaux des RPG. Il découvre alors un escalier artificiel descendant dans l'obscurité. Cette vue confirme ses soupçons selon lesquels cet endroit est en réalité un donjon. Il décide judicieusement de vérifier son statut avant de passer au niveau suivant. Son écran montre qu'il est un fantôme de niveau 10 avec évolution disponible. Il pense qu'évoluer si rapidement est logique pour une créature aussi faible. L'être spectral considère ses options d'évolution, zombie, squelette ou grand fantôme brandissant la magie. Avec un sourire confiant, Sigmand se prépare à faire son choix évolutif. Votre doigt touche l'écran de manière décisive, confirmant le chemin que vous avez choisi. Il annonce sa décision, prêt à embrasser la transformation vers une nouvelle forme. Une lumière vive l'enveloppe, laissant le jeune fantôme complètement confus face à cette soudaine poussée. Une notification système annonce officiellement votre évolution réussie vers iGhost. En se regardant, il remarque peu de changements, mais voit que de la magie noire a été ajoutée à son état. Il laisse échapper un léger rire. Sentir un incroyable courant d'énergie surnaturelle le parcourir. Se sentant puissant, il décide de descendre les marches de pierre jusqu'au niveau inférieur du donjon. Sa forme spectrale glisse dans les escaliers, plus profondément dans la caverne sombre. Dès votre arrivée, vous constatez que l'environnement rocheux et accidenté reste pratiquement le même. Un petit démon ressemblant à une chauve-souris flotte dans l'obscurité. Présentant un nouveau défi. Le croyant être un ennemi faible, il se prépare à une attaque tactile rapide. La chauve-souris pousse un cri, déclenchant un tourbillon de magie noire étonnamment puissant. Cela le prend complètement par surprise. Son visage se fige dans une grimace de chaussette. L'explosion magique le frappe, faisant reculer son corps spectral. Il hurle de douleur, saisissant son bras à cause des dégâts magiques inattendus. En représailles rapides, il libère sa propre puissante explosion de magie noire. Tout en frottant son bras blessé, il exprime son étonnement devant la douleur de l'attaque. Déterminé à ne plus se laisser surprendre, il se prépare à contre-attaquer. Un démon plus grand, en forme de kangourou, apparaît soudainement et attrape la petite chauve-souris en l'air. Sa magie détruit instantanément le nouveau démon alors qu'il disparaît dans un éclair de lumière. Il pousse un soupir de soulagement. Encore choqué par la soudaineté de la rencontre, une notification système apparaît, l'informant qu'il a acquis la compétence magie du vent. En réfléchissant attentivement aux implications de sa nouvelle magie du vent, il comprend que les attaques magiques peuvent endommager sa forme spirituelle, une leçon précieuse mais dure.
Cette frayeur renforce sa détermination à avancer avec beaucoup plus de prudence. Avancez avec prudence dans les passages sombres et sinueux de la caverne. Vos sens sont soudain alertés d'une présence inattendue à proximité. Il est surpris de voir un autre fantôme, d'apparence très différente. Elle s'émerveille devant ses traits sculptés, se demandant si c'est normal. Observez que le fantôme erre sans but, apparemment sans volonté propre. Décidant qu'il s'agit d'un autre ennemi, il se prépare à attaquer avec sa magie. Il déclenche un puissant sort de coupe-vent, envoyant une lame d'air vers le fantôme. L'attaque frappe et le beau spectre est instantanément anéanti dans un silence absolu. Il tremble, réalisant qu'il aurait subi le même sort s'il l'avait atteint. Cette pensée effrayante renforce votre envie de passer au niveau supérieur le plus tôt possible. Il commence sa routine de combat en se frayant un chemin à travers les monstres du donjon. Avancez vers les étages inférieurs, gagnez des niveaux et acquérez de nouvelles compétences. Son voyage le mène au 3e étage, où l'attend un nouveau type d'ennemi. Il repère un nouveau démon, une petite sphère de lumière, mais reste prudent. La petite créature sphérique contre-attaque soudainement avec un éclair aveuglant de lumière magique. Après la rencontre, une notification l'informe qu'il a appris la magie de la lumière. Il met ses mains sur sa tête, choqué de réaliser que la lumière est sa faiblesse et qu'il était sur le point de mourir. Vous vous demandez si, étant un fantôme, il peut même utiliser la magie lumineuse qu'il vient d'apprendre. À sa grande surprise, une toile lumineuse complexe se forme dans sa main alors qu'il la conjure. Il teste la lumière sur ses propres doigts, qui grésillent et brûlent à cause des dégâts. Il découvre que la nouvelle capacité est très efficace contre les monstres morts-vivants à cet étage. Grâce à son nouveau pouvoir, il débarrasse efficacement la surface des démons sous forme d'orbes de lumière. Après une longue période de combat, une autre notification système retentit. En arrivant au 9e étage, un message apparaît vous informant qu'une nouvelle évolution est disponible. Il se tient parmi les os brisés d'innombrables squelettes qu'il a vaincus pour y arriver. Vos nouvelles options d'évolution sont Holy Race, Light Zombie et Skeleton Monk. Il se rend compte que ses choix ont changé parce qu'il a appris la magie de la lumière et y a acquis une résistance. Décidément, il choisit d'évoluer vers un moine squelette entouré d'une aura de feu. Il se sent ravi d'avoir enfin un corps physique, même s'il n'est constitué que d'os. Ses pieds osseux claquent sur le sol de pierre alors qu'il se lève. Son nouveau statut montre de nombreuses capacités physiques qu'il peut désormais enfin améliorer. Il met immédiatement son nouveau corps à l'épreuve en affrontant d'autres monstres. Il se lance dans le combat, frappe ses ennemis et gagne constamment en puissance. Atteignez le 100e étage. Complètement absorbé par la montée de niveau, désormais seigneur d'Arabora, il découvre que son nouveau titre a supprimé son plafond de niveau. Il sait qu'il ne lui reste plus qu'à franchir la porte du patron. Avec une expression déterminée, il se prépare au défi final qui l'attend. De l'autre côté de la porte, de profonds grognements menaçants se font entendre qui remplissent l'air. Le boss du donjon, un dragon noir colossal apparaît et Sigmund lui fait face avec un sourire déterminé. Il dégaine son épée brillante et se lance au combat. Il réduit la distance, prêt à frapper l'énorme bête devant lui. Le dragon ouvre la gueule, se préparant à déclencher une puissante attaque respiratoire. Un torrent d'énergie sombre jaillit de sa bouche, enveloppant Sigmund. Il est surpris de constater que l'attaque du dragon brise complètement ses résistances. Il déclare avoir une régénération à grande vitesse et son corps commence déjà à se reconstruire. Il bondit en avant, transperçant de son épée la peau dure du dragon. Frustré, il s'exclame à quel point les écailles de la créature sont incroyablement résistantes. Le dragon contre-attaque avec un puissant coup de queue, le forçant à esquiver. Évitez de peu l'attaque dévastatrice. Le sol tremble sous l'impact et il se rend compte que s'il ne devient pas sérieux, il pourrait mourir sur place. Le dragon prend une grande inspiration, préparant une attaque encore plus puissante. Il libère une seconde vague d'énergie noire, bien plus destructrice. Il active sa capacité de vol à grande vitesse, s'élevant au-dessus de l'attaque. Il lance simultanément de la magie gravitationnelle pour dévier le pire de l'explosion. Volant au-dessus de la tête du dragon, il se prépare à attaquer d'en haut. Il abaisse son épée le long du dos du dragon, lui infligeant un coup important. La bête gigantesque rugit de douleur à cause de la profonde blessure qu'elle a causée. Il atterrit, satisfait que sa manœuvre aérienne ait réussi à blesser la bête. Son moment de satisfaction est interrompu lorsqu'il perçoit un danger soudain. Le dragon blessé baisse son énorme griffe, l'écrasant sous son poids. Il gémit de douleur alors que son corps est opprimé par l'immense pression. Il lève les yeux avec désespoir alors que l'énorme griffe lui tombe dessus.
Une violente éclaboussure de liquide sombre explose sous la patte du dragon. Le dragon lève sa griffe. Mais son adversaire a disparu. Gravement blessé, la bête colossale halète, appuyée contre le mur de la caverne. Une traînée de liquide sombre au sol révèle une fuite désespérée. Il avoue que la dernière attaque lui a fait de terribles dégâts. Le dragon le détecte et lance sa queue dans un nouveau et puissant coup. La bête tourne la tête, à la recherche de son ennemi insaisissable et battu. Il sort de l'ombre, le corps complètement mutilé et couvert de sang. Avec un dernier élan de vitesse, il se lance à nouveau vers le dragon. Il s'accroche à son cou, enfonçant ses crocs profondément dans sa chair. Il commence à absorber la force vitale du dragon, guérissant ainsi ses propres blessures. Sa capacité de vampirisme s'active, révélant sa vraie nature d'Overlord of Arabo. Avec un sourire sauvage, il se déclare être l'évolution ultime des morts vivants. Devant le puissant dragon, il se vante qu'il ne mourra pas si facilement. Son corps, désormais complètement régénéré, se prépare au coup final. D'un bond puissant, il se lance depuis le dos du dragon pour l'achever. Une notification système retentit, annonçant que vous avez acquis les objets du boss du donjon. Avec effort, il soulève le lourd couvercle du coffre au trésor. À l'intérieur, il découvre une réserve d'or, d'argent, un manteau et une épée. À l'aide de vos lunettes d'appréciation, vous constatez que les objets sont de la plus haute qualité. Il identifie l'arme comme une épée tueuse de dragon, souhaitant la voir plus tôt. Un cercle de téléportation lumineux se matérialise sur le sol de la caverne. D'un geste rapide, il se prépare à quitter le donjon. En faisant un pas dans la lumière, vous achevez votre sortie du labyrinthe obscur. Un flash lumineux marque sa téléportation réussie. Il réapparaît dans une clairière ensoleillée. Enfin dehors, il tourne la tête et contemple les environs pleins de feuilles familières. Il reconnaît cet endroit comme la même forêt où il s'est réveillé pour la première fois. Avec le recul, il se rend compte que la magie ici est bien plus faible que dans le donjon. Il fait une pause, laissant le calme des lieux l'envelopper. Soudain, envahi par la mélancolie, il s'effondre, remettant en question son objectif. Il se demande combien d'années il a passé à se cacher dans le donjon. Se débarrassant de ce sentiment, il essaie de rationaliser ses actions. Il devient convaincu que l'obtention d'un corps physique en valait la peine. Le sol tremble tandis que l'entrée du donjon s'effondre derrière lui. Une invite système vous indique que vous avez reçu un nouveau titre. Intrigué, vous décidez de vérifier son statut pour voir de quoi il s'agit. Il découvre que le donjon s'appelait le labyrinthe des abysses. En se grattant la tête, il se demande ce qu'il devrait faire maintenant. Faites un pas décisif dans le vaste monde. En se déplaçant à travers les arbres, il commence à explorer sa nouvelle maison. Activez une capacité pour cacher votre présence aux monstres les plus faibles. Il envisage brièvement de quitter la forêt, mais reconsidère ensuite. Comme un vampire. Il craint que les humains ne le poursuivent. Après son long combat, il décide qu'il veut juste vivre en paix. La forêt est comme sa maison, un lieu réconfortant puisqu'il y est né. Avec un objectif renouvelé, il part à la découverte de son environnement. Il saute avec force dans les airs à la recherche d'un meilleur point de vue et atterrit sur une crête surplombant un vaste paysage montagneux, s'exclamant avec émerveillement devant la beauté intacte du paysage devant lui après avoir repéré une rivière. Il décide de le vérifier comme emplacement possible pour sa base. Avec un léger bruit sourd, il atterrit gracieusement sur le sol. Il s'émerveille devant l'incroyable clarté de l'eau cristalline de la rivière. En plongeant sa main, il est surpris par la froideur de l'eau. Agenouillé, il boit avidement au ruisseau pur et frais. Il est étonné du goût délicieux de l'eau simple. Souvenez-vous de son sinistre régime de sang de monstre dans le donjon. Il pense qu'un vampire devrait boire le sang d'une beauté. Penché au-dessus de l'eau, il est surpris de voir son propre reflet. Il se demande, choqué, qui pourrait bien être ce bel homme. En touchant son visage lisse, elle réalise soudain que c'est lui. Il ne se souvient pas de son apparence originale avant de se réincarner. Il décide que son apparence n'a pas d'importance, car il envisage de vivre isolé. Il suppose que sa résistance à la lumière est ce qui le protège du soleil. Excité, il déclare son intention de construire une base au bord de la rivière. Il analyse le flux de magie et découvre qu'il est plus fort au nord. Pour vivre une vie tranquille, choisissez un endroit dans le sud, où la magie est plus faible. Marchez jusqu'à l'endroit choisi pour commencer votre projet. Depuis son lieu de stockage sombre, il invoque une arme énorme et puissante. Il se propulse dans les airs, prêt à dégager le sol. D'un seul coup précis, il commence à abattre les arbres. Le sol tremble alors qu'il libère une puissante force magique. Une vague d'énergie sombre se propage, nettoyant toute la forêt. Il se sent satisfait de la propreté de la terre. Il fait une brève pause,
marquant la fin du nettoyage initial. Admettant avec un certain embarras, il dit qu'il est peut-être allé un peu trop loin. Il regarde l'immense cercle de terre dégagé devant lui. Il se convainc qu'un dégagement de 500 mètres carrés suffira. Le terrain étant prêt, il décide de travailler sur le plan. Dessiner un dessin détaillé pour un manoir central avec un canal. Retroussant ses manches, il annonce qu'il est temps de commencer. Commencer par utiliser la magie de la gravité pour solidifier le sol. C'est une étape cruciale pour empêcher la maison de couler. Renforcer ensuite les fondations avec une puissante magie terrestre. Le sous-sol en pierre de la maison est ainsi terminé. Ensuite, utilisez votre stockage fantôme pour collecter gangrebois. Il explique son projet d'utiliser la magie de l'eau pour sécher le bois instantanément. Le procédé fonctionne parfaitement et se transmet au mur en pierre. Utilisez la magie de la terre pour transformer des roches brutes en briques uniformes. Commence alors le travail manuel pénible consistant à empiler les briques avec précision. Son travail se poursuit avec la construction du canal et des murs extérieurs. Il travaille sans relâche alors que le soleil se couche le premier jour de construction. Le soleil se lève à nouveau et son travail continue sans interruption. Il se concentre tellement qu'il perd la notion du temps. Finalement, il se tient devant sa maison finie en riant de joie. Souligne fièrement l'inclusion essentielle d'une salle de bain et de toilettes modernes. Il a également créé des appareils modernes en utilisant l'alchimie et les enchantements. Il constate que l'intérieur de la maison est encore complètement vide, il décide donc de fabriquer progressivement tous les meubles à la main. Trouve ce nouveau projet créatif incroyablement amusant. Une notification système confirme que vous avez acquis une nouvelle compétence. Dès sa 3e année de travail, il maîtrise la sellerie. En première année, il maîtrisait la menuiserie et l'ébénisterie. En 10e année, il pratique le travail complexe du filigrane. Après 20 ans d'efforts, il est devenu maître forgeron. Il tient fièrement un couteau nouvellement achevé, heureux d'avoir construit une forge. Soudain, vous réalisez que vous avez travaillé sans profiter de votre retraite paisible. Double d'épuisement, il avoue qu'il ne peut pas s'arrêter une fois concentré. Il promet de faire une pause, même si les champs ne sont pas labourés. Il passe quelques jours de repos paisible dans le manoir. Alors qu'il est dans la cuisine, une sensation soudaine le met en état d'alerte. Vous percevez une présence humaine non hostile s'approchant de votre domicile. Un personnage se dirige vers une grande porte envisageant une éventuelle rencontre avec les propriétaires des lieux. Lors du déverrouillage de la porte, il décide de s'excuser d'avoir abattu la forêt sans autorisation. Le résident aux cheveux longs ouvre la porte et demande poliment si les nouveaux arrivants sont des invités. À l'arrivée des 3 visiteurs, on les voit trembler violemment, submergés par une aura magique invisible et oppressante. Le vieil homme et la jeune femme sentent leur force faiblir sous l'immense pression. Avec un bruit sourd, l'un des invités s'effondre. Ce qui a poussé le résident à crier d'alarme. Immédiatement, il réalise en sursaut que sa puissante magie s'échappe de manière incontrôlable. En regardant vers la femme évanouie, il exprime ses sincères regrets pour l'incident. Décide qu'il serait préférable d'emmener les visiteurs inconscients à l'intérieur. Lorsqu'il soulève la jeune femme dans ses bras, sa poitrine rebondit contre son bras, et sentant une certaine inconvenance, il décide de purifier le contact avec la magie. La tête de la jeune fille tombe sur le côté lorsqu'elle est portée. Une fois à l'intérieur, il dépose soigneusement les 2 invités inconscients dans des lits séparés à l'intérieur d'une chambre d'amis. Le résident est ensuite montré en train de verser une tasse de thé fraîchement infusé. Prenant une gorgée, il exprime sa satisfaction quant au goût du thé préparé avec des feuilles de forêt. Le bruit des pas dans les escaliers au-dessus attire votre attention. Le vieil homme, désormais réveillé, s'excuse abondamment pour la gêne occasionnée. Sigmund minimise l'affaire et lui propose poliment une tasse de thé. Après l'avoir essayé, l'homme s'est exclamé, émerveillé par l'excellente qualité du thé. Sigmund confirme qu'il est bien le seul habitant du manoir. L'invité se présente comme un sabre, venu des limites nord de la forêt abyssale. Sigmund lui serre la main, heureux de savoir qu'ils sont voisins. Il exprime ensuite son inquiétude d'avoir construit sa maison sur la propriété d'autrui. Sable le rassure en lui expliquant que la forêt n'appartient à personne, ce qui soulage visiblement Sigmund. Avec une expression sérieuse, Sable lui demande directement s'il est un vampire. Sigmund confirme qu'il est un type de vampire, anticipant une conversation compliquée sur sa race. Pour adoucir la situation, il révèle ses attributs lumineux uniques et son immunité à l'argent. Soudain, la jeune Léa se précipite en courant, appelant son grand-père d'une voix inquiète. Il apparaît avec une expression d'étonnement et d'angoisse. Sable la calme, l'assure qu'elle va bien et demande de la sérénité.
Sigmund se tourne vers Léa et s'excuse de l'avoir assommé avec sa magie. Au moment où il parle, Sable s'incline soudainement profondément devant lui. Surpris, Sigmund regarde Sable l'appeler maître Sigmund. Agenouillé au sol, Sable lui demande formellement de les accepter comme serviteurs. Léa hurle de peur, exigeant des explications de la part de son grand-père. Tout aussi confus, Sigmund demande ce qu'il entend par serviteur. Sable explique qu'il s'agit d'un contrat magique de loyauté et d'obéissance absolue. Le concept laisse Sigmund momentanément abasourdi. Il rejette immédiatement l'idée, affirmant qu'un tel arrangement ne lui semble pas correct. Sable explique calmement que devenir serviteur présente de grands avantages. Il révèle que servir un maître supérieur peut déclencher une évolution rare et puissante. Nerveusement, Sigmund souligne qu'il est un mort-vivant qui a déjà évolué. Sable et Léa l'écoutent avec des visages neutres. Léa intervient avec un léger sourire, disant que sa comparaison est une blague. Il explique que les squelettes et les zombies ne peuvent pas évoluer en ghouls ou en vampires. Sable réprimande gentiment sa petite fille pour son ton, lui rappelant que Sigmund était attentionné. Sigmund leur demande alors pourquoi il choisirait de le servir s'ils viennent de se rencontrer. Sable révèle qu'elle sait que Sigmund est un grand seigneur arabe. Il explique que, bien qu'il existe des vampires inférieurs, un seigneur vampire est une figure légendaire. Avec beaucoup de ferveur, il déclare que laisser passer une telle opportunité de se renforcer serait du gâchis. Dans sa culture, dit-il, le plus fort règne toujours. Sigmund assimile les informations en silence, pensant qu'elles viennent d'un pays de tête vide. Il conclut qu'il ne semble pas avoir de mauvaises intentions. Il décrit sa vie simple d'agriculteur et d'artisan et demande si cela leur semble acceptable. Léa confirme qu'elle n'a aucune objection et son grand-père est d'accord. Parvenu à un accord, Sigmund accepte et demande à apprendre le rituel. Il annonce le début de la cérémonie en tendant la main vers Sable. Une vague de magie noire éclate, enveloppant Sable et formant le contrat. Sable halète, ressentant une puissance bien plus grande que ce qu'elle avait imaginé. Sigmund demande s'il va bien et Sable confirme que le processus se déroule sans problème. Une fois terminé, Sable se sent revitalisé et débordant d'énergie magique. Léa s'avance alors en disant qu'elle est prête. Tout comme avant, la magie noire jaillit de Sigmund et l'enveloppe. Elle laisse échapper un petit gémissement de douleur alors que le courant se connecte. Surpris et gêné, Sigmund lui demande d'arrêter de gémir. Le contrat s'achève sans incident et Léa est émerveillée par sa force retrouvée. Il se tourne vers son grand-père et déclare avec confiance qu'il peut désormais vaincre son père. Sad lui fait un signe de tête, disant qu'avec une évolution, son père n'aurait aucune chance. Léa promet de faire de son mieux, tandis que Sigmund se sent désolé pour son père. En les regardant, il se répète son nouveau titre, si habituant. Sable se présente officiellement comme le majordome de Maître Sigmund. Léa l'imite avec élégance, se présentant comme la nouvelle servante de Maître Sigmund. Sigmund sourit et dit qu'il espère bien travailler avec eux. Les yeux de Sable s'écarquillent lorsqu'elle identifie un sac fait de fils de tracker démoniaque. Sigmund le confirme d'un ton neutre, expliquant qu'il l'a traité par alchimie. Sable lui pose alors des questions sur le sac enchanté qu'il a utilisé pour le rangement. Sigmund explique qu'il a créé un sac de rangement infini en utilisant l'espace-temps et la magie d'imprégnation. Sable est sans voix. Pensant qu'il serait plus facile d'énumérer ce que son maître ne sait pas faire, il réfléchit aux capacités de son maître, notant qu'elles sont inhabituelles pour son espèce. L'attention de Léa est concentrée lorsqu'elle apprend qu'il envisage d'utiliser les fils pour fabriquer des meubles. Sigmund confirme son intention, mais admet qu'il ne peut pas créer de tissu par alchimie. En entendant cela, Léa serre le poing avec détermination. Ses yeux brillent d'excitation alors qu'il demande à son professeur de lui donner ses devoirs. Fier, il explique que son héritage d'araignée lui confère une compétence inégalée en matière de filage. Honorée, elle accepte de travailler avec du matériel digne d'un trésor national. Les matériaux forestiers s'avèrent d'une qualité exceptionnelle. Bientôt, l'intérieur du manoir se remplit de meubles confortables et élégants. Léa et Sable expriment leur profonde satisfaction face à leur nouvelle maison reposante. Sigmund se demande si Léa voudra un jour se marier ou vivre sa propre vie. Ils le regardent tous les deux sérieusement, lui rappelant qu'ils ont juré de le servir à vie. Avec un sourire malicieux, Sable lui suggère de considérer Léa comme une concubine. Horrifié, Sigmund gronde le vieil homme pour sa blague inappropriée. Avec une expression exaspérée, toujours surpris par la suggestion, il écoute Léa confirmer que de telles blagues ne sont pas acceptables, même si son ton est sérieux. Il réaffirme son désir de consacrer toute sa vie au service. Il explique que sa seule préoccupation est son espérance de vie limitée.
Elle tient une flamme vacillante, comparant son existence éphémère à son immortalité. Sigmand accepte tristement qu'en raison de leur durée de vie différente, ils devront un jour se séparer. Cependant, Léa déclare vouloir surmonter ce triste sort. La solution qu'il propose à ce problème apparemment impossible peut se résumer en un seul mot, évolution. Sable développe l'idée, expliquant qu'elle ne leur accordera peut-être pas l'immortalité. Mais cela pourrait leur donner une vie sans vieillir. Avec une expression pleine d'espoir, Léa déclare que s'ils y parviennent, ils pourront rester ensemble pour toujours. Son plaidoyer sincère laisse Sigmand réfléchi et sérieux. Après un moment de réflexion, il conclut que pour évoluer ils doivent monter de niveau. Il suggère de s'entraîner dans la forêt voisine, ce qui laisse ses compagnons horrifiés. D'une voix craintive, Sable lui rappelle que cette forêt est l'abîme forestier. Un ours monstrueux illustre son propos alors qu'il rappelle la fuite précipitée de l'ancien seigneur démon. Sigmand émet un son dédaigneux, trouvant l'histoire de la peur du démon incroyable. Il rit avec confiance, déclarant que les monstres du donjon qu'il a vaincus étaient beaucoup plus forts. Sable est complètement abasourdi et incapable de répondre à l'assurance nonchalante de son maître. Alarmé par son indifférence, Léa lui demande s'il est déjà entré dans le labyrinthe du non-retour. Horrifié, Sable se rend compte que son maître faisait référence aux créatures du donjon au passé. Sigmand confirme avec un sourire satisfait qu'il a déjà vidé le labyrinthe, donc qu'il n'existe plus. L'impact est si grand que l'âme du sabre semble sortir comiquement de son corps. Sentant leur nervosité, Sigmand propose de leur fabriquer du nouveau matériel. Il explique vouloir essayer de créer des armes qui ne lui sont pas adaptées. Il leur demande de lui dire quel type d'arme il préfère. Calmement, Sable mentionne qu'elle préfère les épées légères à une main. Léa fait des gestes, expliquant qu'il se battait avec un poignard dans chaque main. En prenant note, Sigmand réfléchit à la manière de fabriquer ces nouvelles armes. Il invoque son stockage fantôme et des matériaux rares commencent à émerger. Léa et Sable restent bouche bée devant les composants légendaires qu'il révèle. Il décide d'utiliser des parties de dragon noir pour ses armes et des fils de tracker démoniaques pour ses vêtements. Le plan commence avec Léa travaillant au métier à tisser. Tisser les fils rares en tissu. Après avoir discuté des conceptions, Sigmand forgera son armure alliant magie et alchimie. L'armure résultante, comme les bottes en cuir travaillé, sera incroyablement durable. Une fois les vêtements en cours, il tourne son attention vers la tâche cruciale de forger ses armes. Il utilise d'abord ses compétences en alchimie pour combiner une griffe de dragon noir avec de l'adamantite. Le nouveau matériau est chauffé au four jusqu'à ce qu'il atteigne une tonalité incandescente et malléable. Grâce à ses compétences de forgeron, il frappe magistralement le métal brûlant pour lui donner la forme d'une épée. La feuille finie scintille et brille sous la lumière, un chef-d'œuvre évident de votre savoir-faire. Avec une série de coups fermes, enfoncez le pommeau dans l'extrémité du manche. Pour les dagues de Léafa, il prévoit d'utiliser des crocs de dragon noir combinés à un autre métal rare, le mithril. Il tend une lanière de cuir tout en l'enroulant soigneusement et habilement autour du manche de l'arme. Le son aigu de son talent de forgeron résonne une dernière fois alors qu'il termine ses armements. Avec un sourire confiant, il annonce qu'il est temps de faire une dernière épreuve en combat réel. Énoncez votre mission. Ils vaincront des monstres tout en collectant de la viande et des herbes médicinales. Il rejette le vœu de protection de Sable, déclarant qu'il sera le premier à affronter les ennemis. Ses puissants compagnons sont comiquement frustrés par son apparente faiblesse à leur côté. Avec une expression calme et déterminée, Sigmand confirme qu'il est temps de partir. Il active sa capacité de furtivité, sa forme se floutant légèrement alors qu'il se prépare à se déplacer discrètement. Votre pied émet un toucher doux lorsque vous faites le premier pas dans la nature. Le trio nouvellement équipé avance avec confiance dans la forêt épaisse et menaçante. Un soudain sursaut de préparation marque le début de leur première rencontre dans la forêt. Un énorme monstre insectoïde aux pattes fines tombe du dossel avec un cri menaçant. En un clin d'œil, Sigmand neutralise la créature avec une série de coups rapides. Il appelle ses compagnons, leur ordonnant de s'approcher et de l'achever. Léa et Sable, surprises par l'attaque soudaine, se préparent à agir à son signal. Avec un cri déterminé, Léafa sort son nouveau poignard, son expression concentrée et prête pour le combat. Il se jette en avant d'un seul mouvement agile, le nouveau poignard tranchant prêt à frapper. Sable le suit de près, dégainant doucement son épée brillante avec un sifflement. Le monstre blessé pousse un dernier cri de douleur. Juste avant que le coup final ne tombe, il exécute un coup puissant et précis, visant directement la tête vulnérable de la créature. La lame frappe avec un clapotis et le gigantesque monstre insectoïde est instantanément vaincu.
Sigmund regarde, profondément impressionné par ses incroyables techniques de combat, perfectionnées grâce à un entraînement approprié. Il admire les mouvements silencieux et puissants de Sable et décide de les étudier. Il laisse derrière une traînée de monstres vaincus alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la forêt. Le trio traverse une clairière désormais recouverte des corps des créatures vaincues. Sigmund sourit, notant qu'ils montent de niveau sans problème et qu'ils ont rassemblé pas mal de viande. Un piétinement fort et lourd à proximité met Léa en état d'alerte. Les pas puissants deviennent plus forts, signalant l'arrivée de quelque chose de vraiment immense. Léa s'arrête net, ses sens l'avertissant qu'un nouvel et puissant ennemi est proche. Un ours tyran colossal perce même le feuillage avec un rugissement assourdissant et tonitruant. Paralysée de terreur, Léa crie à son maître de fuir la terrifiante bête. L'énorme ours lève sa gigantesque patte, se préparant à un coup dévastateur. Il se dresse sur ses pattes arrière, laissant échapper un autre rugissement imposant, prêt à attaquer. Cependant, Sigmund ne laisse échapper qu'un léger soupir. Complètement insensible à la menace monstrueuse. D'un mouvement rapide, des tentacules sombres émergent du sol, liant l'ours avec la magie de l'ombre. Il informe calmement Léa, choquée, que le principal point faible de la créature est son cou, secouant ainsi sa surprise initiale. Sable charge en avant avec un oui déterminé. Sa nouvelle épée brille dans les airs alors qu'il bondit vers la bête immobilisée. D'un coup puissant et précis, il frappe le cou de l'ours, le renversant instantanément. Une lumière chaude et brillante commence à émaner de tout le corps du sabre. Une puissante poussée d'énergie l'envahit alors que lui et Léafa le regardent avec étonnement. La lumière s'estompe, révélant sa nouvelle forme époustouflante. Un type de majordome d'araignée supérieure. Il annonce son évolution, déduisant à juste titre qu'il a dépassé sa précédente limite de niveau. Sigmund et Léa applaudissent avec enthousiasme, le félicitant pour sa nouvelle forme puissante. Explique que son évolution est probablement la plus haute expression de sa loyauté et de son désir de servir. Reconnaissant, il ajoute que grâce à son professeur il a également acquis la capacité de prolonger sa vie. Sigmund réfléchit à l'énorme quantité d'expérience que l'on peut acquérir dans la forêt abyssale. Peu de temps après la transformation du sabre, une lumière rayonnante similaire commence à envelopper Léa. Elle se retrouve piégée dans un éclair lumineux alors qu'elle commence sa propre puissante évolution. Elle en ressort transformée, annonçant à son maître qu'elle est désormais une dame araignée supérieure. Un sourire confiant et éclatant montre une immense fierté envers sa nouvelle forme puissante. Sigmund la complimente sur son apparence, même s'il semble un peu confus par la désignation d'une dame. Avec les deux déjà évolués, il décide que c'est le bon moment pour mettre un terme à cette journée. Alors qu'ils reviennent à travers la forêt, Sable demande quelle est la distance jusqu'au royaume des démons. Il explique que c'est un voyage de 4 jours à pied, mais qu'une ville humaine n'est qu'à 3 jours. La proximité de la ville donne à Sigmund l'agréable idée de partir faire du shopping pour se procurer des épices. Sable confirme que ses finances sont plus que sécurisées, comparables à celles des plus hautes nobles. Cette nouvelle fait le bonheur de Sigmund, qui attend avec impatience l'idée de faire du shopping sans souci. Poser une dernière condition. Ils doivent d'abord devenir suffisamment forts pour se déplacer seuls dans la forêt. Ils acceptent le défi avec détermination, promettant à leur maître qu'ils feront de leur mieux plus tard dans la nuit. Le grand manoir est silencieux sous la douce lumière de la lune. Croissance. Sigmund tombe dans son lit avec un soupir de soulagement après une journée longue et mouvementée. Il s'allonge, regardant le plafond, réfléchissant tranquillement à sa nouvelle vie. Alors qu'il réfléchit à quel point il est étrange d'avoir de la compagnie, il entend un coup inattendu à sa porte. Dans sa chambre, Sigmund est surpris par la série de coups. Une voix douce et féminine l'appelle, s'adressant à lui comme à maître Sigmund. Il se redresse brusquement sur son lit, surpris de voir une grande silhouette à côté de lui. La visiteuse s'avère être Léa. Vêtue d'une chemise de nuit délicate et révélatrice. Nerveusement, Sigmund lui demande ce qui se passe et pourquoi il est dans sa chambre. Léa déclare avec assurance qu'elle est venue le servir pour la nuit. Il tire sur les bretelles de sa robe, indiquant clairement ses intentions. En s'approchant, il répète son nom d'un air déterminé. Sa main se tend vers lui alors qu'elle commence à parler. Avant qu'elle puisse agir, il lui saisit fermement les épaules, l'éloignant. Léa baisse les yeux. Confus par son rejet soudain et lui demande la raison en rougissant, il lui dit de toute urgence de retourner dans sa chambre et lui annonce qu'il va dormir, la laissant se demander pourquoi la scène change. Montrant que les événements se déroulent ailleurs au même moment. Un plan panoramique montre l'imposant royaume des démons sous la pleine lune.
Dans la salle de réunion du château des démons, le roi Bandé demande un rapport de situation. Un subordonné explique que leur seule difficulté reste avec la terre sacrée. Le roi hoche la tête et se tourne vers un général nommé Ygri pour connaître son opinion. La doctrine de la terre sacrée de Gad, exterminant tous les êtres magiques, est expliquée. Le général Ygri confirme qu'il n'y a aucune nouvelle concernant sa position hostile. Un autre membre du conseil soupire, frustré qu'aucun autre pays ne leur prête attention. Le fonctionnaire Abadan exprime le souhait que Sœur Sable les assiste dans leurs efforts. Un autre membre demande s'il fait référence à l'ancien domestique de Val, aujourd'hui à la retraite. Le roi Bandé fait l'éloge du caractère de Sable et ordonne à Abad d'essayer de le contacter. En réfléchissant à leur progrès, le roi insiste sur le fait qu'ils doivent rester prudents. Un son brillant marque la transition vers le manoir de Sigmand. Un bruit sourd se fait entendre lorsqu'un outil heurte violemment le sol. Sigmand, habillé en fermier, sourit en essuyant la sueur de son front. Debout dans un vaste champ vide, il déclare que son corps ne se fatigue jamais. Une brève scène montre Sable et Léafa partant faire des courses pour lui. Il pense qu'il ne fait que tuer le temps et se demande s'il a rendu le terrain trop grand. En regardant l'immense terrain, il se rend compte qu'il peut cultiver du raisin pour produire de l'alcool. Il conclut que le faire soi-même est le moyen le plus rapide d'obtenir un vin de qualité. En tant que monstre, il sait qu'il ne peut pas embaucher d'aide dans la forêt dangereuse. Il se souvient avoir lu un livre sur la création d'automates dans un livre de sabre. Il décide que cela peut attendre et part d'abord à la recherche de vignes sauvages. Prudent, il décide d'ériger une barrière magique autour du manoir pour plus de sécurité. En tapotant le sol avec son pied, il active sa capacité de forme de brume. Son corps se dissout dans une brume fluide et sombre, prêt à partir. La forme de la brume sombre se glisse rapidement et silencieusement à travers la forêt dense. Bientôt, il aperçoit une grappe de fruits sombres ressemblant à une clôture suspendue à une vigne. Une main sombre arrache soigneusement une seule clôture pour la goûter, il trouve le goût bon. Comme prévu dans une forêt riche en magie. Décidant d'en emprunter quelques-uns, il utilise le stockage fantôme pour récolter les fruits. De retour au manoir, il annonce son retour et son intention de lire. Au moment où il retrouve sa forme, Léa et Sable arrivent, lui annonçant leur retour. Sigmand les accueille joyeusement et propose de vous préparer immédiatement. Tout en versant du thé dans une tasse, Léa s'apprête à faire son rapport. Les trois s'assoient à une table extérieure pour discuter des courses. Elle répertorie les graines et les livres d'alchimie qu'ils ont acquis à sa demande. Il ajoute qu'il a également acheté des plants, des épices et de l'alcool. Ravi, Sigmand les remercie tous les deux en leur disant que leur aide sera inestimable. Sable demande si son professeur envisage de créer quelque chose de nouveau avec ces objets. Sigmand confirme son projet de fabriquer des automates et des golems, mentionnant la grande concentration de magie. Il lit un livre et explique comment créer des golems à l'aide d'un noyau magique, comprenant que ses propres créations fonctionneront comme des batteries avec une puissance limitée, reconnaissant que ce sera une question d'essai et d'erreur, il décide de démarrer le projet. Il annonce ensuite avec enthousiasme son deuxième projet parallèle, fabriquer de l'alcool. Ainsi, il commence à fabriquer à la fois les instruments pour fabriquer de l'alcool et les golems. Tout en travaillant sur un tonneau, il demande quels arbres conviendraient le mieux aux golems. Sable explique que les arbres les plus forts poussent là où la magie est la plus dense. Identifier l'ancienne entrée du labyrinthe abyssal comme étant cet endroit. Sigmand suggère gaiement de s'y rendre, à la surprise amusée de Tifa. Il revient d'un court voyage de collecte avec 2 énormes bûches parfaites. Il commence à sculpter le bois, décidant d'utiliser des rotules pour une meilleure mobilité. Compte tenu de son objectif robuste, régler la hauteur à 2 mètres. Insérer des pierres magiques transformées qui serviront de pile et d'organes sensoriels. Le golem terminé et encore endormi se tient devant lui, l'air parfait. Il se tient à côté de sa création, prêt à lui donner vie par magie. Avec un sourire déterminé, il tend la main pour lancer le sort de création du golem. Une puissante vague de magie éclate, brillant brillamment depuis la poitrine du golem. Un noyau cristallin de golem se matérialise avec un doux son magique. Le golem s'élève, désormais pleinement animé et vivant. Sigmand active ses lunettes d'évaluation spéciale pour inspecter son travail. Un écran d'état apparaît détaillant les capacités impressionnantes du golem des bois de niveau 0. Sable applaudit avec admiration, félicitant son maître pour cette magnifique création. Léa demande si les golems peuvent évoluer, et Sigmand confirme qu'ils le peuvent, si on leur donne un nom. Il se souvient de ses études que nommer une créature consomme beaucoup de magie. Sable est convaincu que cela ne posera pas de problème au vaste pouvoir de son maître. Le regard déterminé, Sigmand s'apprête à donner un nom à sa création.
Il déclare que son nom sera Kujnok et le golem commence à briller de mille feux. Un nouvel écran de statut confirme votre évolution vers un golem en bois de niveau 1. Sigmand sourit et dit au Kujnok nouvellement nommé qu'il compte sur lui. Le golem répond par une faible vocalisation, reconnaissant les paroles de son maître. Il demande ensuite à Léa et Sable d'emmener Kujnok dans la forêt pour passer au niveau supérieur. Entre-temps, il annonce son intention de commencer à travailler sur des automates d'intérieur. Leur objectif est de créer pour Léa une assistante qui ne cadre pas avec son environnement. Il décide de créer une jeune fille, en commençant par un squelette d'acier démoniaque. Ayant lui-même été un squelette, il se sent en confiance pour travailler avec les os. Pensez à utiliser des tendons démoniaques et l'alchimie pour créer les muscles. Il tient une façade vierge en forme de masque, contemplant le design de l'automate. Sentant qu'il manque quelque chose, il songe à rendre sa bouche mobile. La scène passe au royaume des démons, où un fonctionnaire crie à propos de la disparition de Sable. Un subordonné confirme que sa résidence pour retraités a été retrouvée complètement vide. Un général démon souligne la difficulté de fouiller la zone proche de la forêt abyssale. Le seigneur démon réfléchit à la rationalité et à l'honnêteté singulière dont Sable a fait preuve envers l'ancien roi. Bandé exprime son inquiétude personnelle. Puisque Sable était pour lui une figure paternelle. Un messager fait irruption dans la salle de réunion, s'excusant de cette interruption soudaine. Le messager à l'allure féline allait alors qu'il commence à rapporter les nouvelles urgentes concernant Sable. Il révèle qu'ils ont reçu des informations selon lesquelles des sabres auraient été vus dans la ville. Un fond sombre et texturé laisse place à un espace lumineux et lumineux. Depuis son manoir, Sigmand sirote une tasse, observant les résultats des événements récents. Il sourit, notant que la montée de niveau semble s'être plutôt bien passée. Se tournant vers Kujnok, il décide de commencer son évolution immédiatement. Le golem répond par un bâillement comique avant de commencer le processus. Sigmand commente que cet adorable détail peut être le reflet de sa propre influence. Alors que Kujnok prend une pose triomphante, Sigmand et Léa applaudissent sa nouvelle forme. Ces nouvelles statistiques apparaissent et Sigmand s'exclame de joie en voyant sa capacité de résistance au feu. Un examen plus attentif de l'écran de statut révèle que Kujnoka est devenu un golem de bois supérieur. Léafa rougit modestement, disant qu'ils ont simplement fait ce qui était naturel, ce qui les a également aidés à passer au niveau supérieur. Il demande ensuite à Léafa son avis sur son prochain projet, un premier automate. Les yeux de Léafa brillent d'excitation lorsqu'elle déclare « Un joli design de fille serait merveilleux ». Son visage s'illumine d'une profonde rougeur rien que d'y penser. Sable sourit, convenant qu'une poupée doit naturellement avoir l'apparence d'une adorable fille. Sigmand lui demande des détails de conception spécifiques et elle, quelque peu nerveuse, accepte de l'aider. Dans son atelier, il expose son projet de création de la peau et des cheveux de l'automate. Léa suggère de synthétiser la peau à partir de vraie peau pour obtenir une texture plus naturelle. Il propose d'utiliser du tissu noir avec des ailes de dragon. Ce qui surprend Léa momentanément. Elle suggère ensuite que les matériaux démoniaques de type reptilien constitueraient une bonne base de synthèse. Impressionné par ses connaissances, il vante ses recherches exhaustives sur le sujet. Elle insiste, en rougissant, sur le fait qu'elle voulait juste lui être un peu utile. Il trouve son désir sincère de contribuer incroyablement attachant. Il présente 2 peaux de reptiles, proposant de les combiner pour le projet. Utilisant ses compétences en alchimie, il commence le processus de synthèse complexe dans un chaudron bouillonnant. Leur travail est une réussite, obtenant un tissu sombre et un tissu clair. Notez que le tissu sombre confère des capacités de furtivité tandis que le tissu clair accorde la régénération. Sable s'adresse calmement à son maître, interrompant ses réflexions sur lequel choisir. Le visage de Sigmand s'illumine d'inspiration à l'idée de Sable d'en faire seulement 2. Sable souligne qu'en avoir 2 n'est pas exagéré, compte tenu de la taille du manoir. Il rapporte également que le niveau de boiterie a diminué et augmenté régulièrement pendant qu'il travaillait. Sigmand le remercie, mais admet que quelque chose dans le comportement récent du golem lui semble étrange. Plus tard, il s'approche du golem immobile et lui demande ce qui ne va pas. Il constate qu'il est prêt à évoluer à nouveau et lui donne la permission. Mais ça ne bouge pas. Intrigué par son manque de réaction, il touche pensivement son menton. Il se demande à voix haute si le golem attend de lui quelque chose de spécifique. Décidant de tester une théorie, il active sa capacité de stockage d'ombre. Depuis l'ombre, il lui offre une pierre magique, que le golem semble rejeter. Il introduit ensuite un lingot de mithril comme matériau alternatif. Le golem absorbe le lingot et les yeux de Sigmand s'illuminent de surprise. Un nouvel écran de statut révèle que Kujnok est devenu un puissant golem suprême.
Sable théorise qu'elle devient plus intelligente et souhaite être plus utile. Il ajoute qu'avec ce nouveau pouvoir, Cugenok ne peut s'occuper que des abords du manoir. Inspirée par la croissance du golem, Léa décide qu'elle aussi doit devenir plus forte. Voyant leur détermination, Sigmand décide de se concentrer uniquement sur la création des automates. Dans son atelier, elle assemble minutieusement les nouvelles poupées avec une précision absolue. Fait tourner délicatement le fil magique qui deviendra ses cheveux brillants. Pour les élèves, elle décide d'utiliser des pierres précieuses rouges aux multiples facettes. Son expression montre une concentration intense alors qu'il remplit les moindres détails. Pendant ce temps, Léa travaille assidûment en leur cousant des robes de jeune fille. Il observe son travail avec un sourire satisfait et confiant. Dans un dernier geste élégant, un tablier blanc à volant est drapé sur une robe noire. Les deux créateurs se lèvent fièrement et annoncent que leur œuvre est terminée. Un gros plan montre les détails de dentelle chatoyante sur les tenues finies, un autre plan met en valeur la qualité impeccable et parfaite de leurs nouveaux uniformes. Deux poupées identiques, une à la peau claire et une à la peau foncée, attendent d'être activées. Sigmand tend la main et lance le sort de création de golem pour leur donner vie. Une vague d'énergie magique traverse les poupées molles. Avec un doux murmure, ses yeux s'ouvrirent brusquement, maintenant conscients et vivants. Les deux automates nouvellement réveillés regardent devant eux avec leurs yeux rouges perçants. Sigmand leur donne leur nom, celui à la peau foncée est Bran et celui à la peau claire est Noël. Elles se présentent et jurent obéissance au fur et à mesure que leur statut de poupée vivante apparaît. Le créateur reste complètement bouche bée face à cet événement inattendu. Il s'exclame, étonné, qu'ils sont capables de parler. Sable explique calmement que cela témoigne du talent exceptionnel de son maître. Léa embrasse joyeusement ses nouveaux compagnons et les accueille dans leur nouvelle maison. Un nouveau chapitre commence, se déroulant dans la légendaire forêt abyssale. Au sein de cette forêt dangereuse pleine de créatures, se trouve un manoir unique et solitaire. Sigmand déclare fièrement que ce manoir impressionnant et isolé est sa maison. Léa commence à former les nouvelles servantes, désormais nommées Blanc et Noir, aux tâches ménagères. Sigmand remarque que les arbres fruitiers de son verger florissant poussent bien. Vous décidez d'améliorer vos installations pour qu'elles correspondent à votre productivité croissante. Un atelier de couture dédié à Léa et un atelier de menuiserie terminé sont présentés. La forge et l'entrepôt sont également terminés, avec des plans pour une distillerie à suivre. Il prévoit également d'élargir le canal d'eau voisin pour y installer une roue hydraulique. Debout sur un sol dégagé, utilisez la magie de la terre pour créer une base solide. Il confie ensuite la phase suivante de construction à son golem, Cugenok. Les mains puissantes du golem commencent à briller d'énergie magique. Il libère sa magie végétale, faisant émerger d'énormes vignes ligneuses du sol. Les vignes poussent et s'entrelacent rapidement, formant une structure. L'enveloppe entière d'un nouveau bâtiment est réalisée instantanément. Sigmand félicite Cugenok pour son travail incroyable et toujours efficace. Réfléchissez à l'utilité de sa magie végétale pour la construction et l'agriculture. Une petite pousse semble pousser sous la douce influence du golem. La pousse se transforme rapidement en un arbre feuillu sain, montrant sa puissance unique. Il souligne que puisqu'il fournit l'énergie, les cycles de récolte sont incroyablement courts. Reconnaissant à quel point Cugenok est vraiment incroyable, il propose une nouvelle idée. Il décide de construire un autre golem en bois, le nommant timidement Tom. Tom a un cadre plus petit et plus fin, conçu pour les tâches plus délicates. Avec l'aide des golems et des sabres, la construction avance sans aucun problème. Sable apparaît sous sa forme d'araignée géante pour aider au travail. Alors qu'il travaillait sur le toit, Sigmand est comiquement frappé à la tête par un morceau de bois qui tombe. Il observe le vaste paysage et, perdu dans un moment de réflexion, il interroge Sable sur la météo locale, admettant qu'il n'y avait jamais pensé. Sable le regarde et lui rapporte que nous sommes actuellement en automne. Il explique que l'hiver approche et qu'il devrait s'attendre à de la neige. Sigmand écoute attentivement et traite ces nouvelles informations importantes. Il décide de préparer les articles nécessaires pour la saison pour Léa et Sable. Il assure à Sable que ce ne sera pas un problème, car les golems font tout le gros du travail. Au loin, la voix de Léa l'interpelle, attirant son attention. Elle s'approche avec un grand bol, annonçant que les fruits sont enfin suffisamment mûrs pour être mangés. Avec un croquant satisfaisant, il croque dans un fruit blanc ressemblant à une pêche. Mâchant joyeusement, Sigmand s'exclame avec joie devant le goût incroyable du fruit.
Léa explique que sa saveur exceptionnelle est due au sol riche en magie et à sa propre énergie. Bougeant les pieds dans un pur bonheur, il déclare que c'est le fruit le plus délicieux qu'il ait jamais goûté. Avec une nouvelle idée en tête, il demande à Léa s'il pourrait planter encore plus de pêchers. Elle accepte avec désinvolture sa demande enthousiaste, à sa grande surprise et pour son plus grand plaisir. Un mois plus tard, la distillerie est terminée et Sigmand réfléchit à ses abondantes réserves. Il rassemble toute sa maison et annonce son prochain grand projet, faire du vin ensemble. En l'entendant, les visages de Sable et Léa s'illuminent d'étonnement et d'excitation. Une expression de tranquille satisfaction traverse le visage de Sigmand alors qu'il voit sa réaction. Il les guide vers le vignoble en leur proposant d'aller cueillir quelques raisins. Dans une forêt ensoleillée, Léafa et les autres commencent la tâche assidue de récolter les baies. Un grand golem les aide doucement pendant que les deux jeunes filles automates sont assises parmi les buissons, l'une d'elles. Bran tient un panier entouré de la récolte abondante. À l'intérieur de la distillerie, de grands conteneurs sont remplis de raisins, dont la moitié est utilisée entière. Léa enseigne aux jeunes filles le processus ardu consistant à éplucher et à retirer les graines du reste. Sable déclare sa grande motivation car il s'agit de l'alcool, provoquant une blague de Sigmand. Avec le recul, Sable explique qu'en tant qu'ancien conseiller royal, il buvait rarement du vin. Sigmand rit légèrement, blâmant son caractère sérieux et encourageant tout le monde à se lancer. Il explique son projet d'utiliser la magie de la gravité pour presser les raisins pour une pureté maximale. Après le traitement initial, le vin non dilué est soigneusement laissé fermenter, en utilisant la magie de l'enchantement. Veille à ce que la cave maintienne un environnement parfait pour le vieillissement. Toute la maison se rassemble devant l'imposant mur de tonneaux, consciente qu'il ne reste plus qu'à attendre. Soudain, une pensée soudaine vient à l'esprit de Sigmand. Vous vous rendez compte qu'ils ont oublié un détail crucial. Ils mentionnent qu'ils n'ont pas encore décidé des bocaux et Léa suggère le verre et le liège. Touchant son menton. N'oubliez pas que le liège est cultivé dans le royaume démoniaque. Au moment où il le dit, Sable laisse échapper un éternuement gigantesque et très opportun. Il demande s'ils peuvent simplement acheter les bouteilles là-bas, mais Sigmand a un autre plan. Il précise qu'il n'achètera que du verre brut, puisqu'il souhaite fabriquer lui-même les bouteilles. Il avoue un peu timidement qu'il aime être méticuleux, surtout lors des occasions spéciales. Son enthousiasme grandit, même si Léa lui rappelle qu'ils ne savent toujours pas quel goût aura le vin, ce qui l'écarte sans hésiter. Soudain, le regard de Sigmand se pose sur les deux jeunes filles automates. Il se rend compte que Bran et Noël n'ont aucun sens du goût. Il réfléchit à haute voix que puisque son espèce n'a pas besoin de manger, acquérir ce sens doit être difficile. Les jeunes filles répondent qu'elles pourraient l'obtenir grâce à l'évolution. Sigmand est surpris par cette révélation. Le regard ferme et déterminé, tous deux déclarent leur intention de passer au niveau supérieur. Amusé, Sigmand accepte. Pensant qu'ils doivent être très envieux du sens du goût. Avec le changement de saison, de délicats flocons de neige commencent à tomber du ciel. Léa est dehors, observant les premières neiges de l'hiver dans la forêt abyssale. Bientôt, le manoir et ses environs sont recouverts d'une couverture blanche. Les golems, immunisés contre le froid, continuent de travailler assidûment dans les champs. À l'intérieur, l'un des automates annonce que le dîner est prêt pour les résidents en hibernation. Un magnifique repas fumant composé de viande rôtie et de légumes est servi sur la table. Léa informe fièrement Sigmand que les femmes de chambre ont préparé toute la nourriture elles-mêmes. Sigmand trouve adorable que Léa, son professeur, semble encore plus fière qu'eux. Avec un sourire joyeux, il annonce qu'il est prêt à manger. Prenez la première bouchée de ce plat magistralement préparé. Bran et Noël le surveillent de près, déglutissant nerveusement en attendant son verdict. Les yeux de Sigmund s'écarquillent, son expression étant une pure et délicieuse surprise. Il déclare que la nourriture est délicieuse, ses éloges sont auto et enthousiastes. En entendant son approbation, les deux servantes laissèrent échapper un rire joyeux. Il est révélé qu'ils ont réussi à acquérir le sens du goût, améliorant ainsi leurs compétences culinaires. Léa sourit, ravie du succès des efforts dévoués de ses élèves. Sigmand regarde avec une expression chaleureuse, profitant de l'atmosphère chaleureuse et familiale. La scène se poursuit avec Sigmand, Léa et Sable dînant ensemble en harmonie. En mangeant, Sigmand a une idée et se tourne vers ses compagnons. Il les encourage à manger puis interroge Sable sur les environs de la forêt. Sable décrit la géographie locale, notant les nations humaines au sein du royaume démoniaque. Sigmand confirme qu'il comprend désormais la configuration des régions du Nord-Ouest. Il pose ensuite des questions sur les terres de l'Est, que Sable ne connaît que grâce au livre. Sable décrit une vaste étendue sauvage de prairies,
de désert et d'un océan lointain. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un pays, mais d'une terre parcourue par des nomades. Il mentionne cependant une nation intéressée par la région, Gérard. Il explique que Gérard croit fanatiquement que toutes les créatures magiques et les démons sont intrinsèquement mauvais. Contrairement aux autres royaumes humains en quête de paix, Gérard reste hostile et expansionniste. Il souligne que son armée est faible en soi, mais que son agression menace la paix fragile. Sigmand écoute attentivement et traite la situation politique complexe. Il résume le problème en disant que c'est une nation très agaçante, et Léa confirme qu'il a raison. Il demande ce qui arriverait aux nomades si Gérard conquérait les plaines. Léa, sérieusement, répond qu'il serait probablement réduit en esclavage sans droit en tant que citoyen. Surpris, Sigmand demande pourquoi et apprend que Gérard persécute les non-humains et ceux qui les épousent. Il est choqué d'entendre le mot persécution utilisé pour décrire ces actes. Léa ajoute que certains nomades étaient en réalité des citoyens expulsés à cause de ses croyances. Soudain, Sable lui demande s'il envisagerait de renverser cette gênante nation sainte. Sigmand est complètement déconcerté par la suggestion, niant frénétiquement qu'il le pensait. Sable concède qu'il serait désagréable d'avoir pour voisin une nation aussi guerrière. Sigmand réaffirme que son seul objectif est de vivre en paix dans la forêt, pas de déclencher une guerre. Il décide de proposer une contre-mesure non violente à cette éventuelle menace. Cette nuit-là, un croissant de lune brille au-dessus du manoir silencieux. Sigmand tombe sur le lit, concluant que se cacher dans la forêt était pour le mieux. Il réfléchit à ses humbles débuts, se souvenant de l'époque où il n'était rien de plus qu'un fantôme, il laisse échapper un léger soupir, reconnaissant pour sa nouvelle et confortable vie, il s'enfonce dans son lit moelleux, heureux d'avoir un foyer après ses journées d'exploration de donjons. Alors qu'il pense à sa belle servante, il entend la voix de Léa l'appelant, « Maître Sigmand ». Il est surpris de la voir à côté de son lit et lui demande quand elle est entrée. Il admet qu'il était tellement perdu dans ses pensées qu'il n'a pas remarqué son arrivée silencieuse. Léa retourne la question en lui demandant pourquoi il continue à se faufiler dans sa chambre. Il répond en demandant pourquoi il s'enfuit toujours quand il le fait. Il explique qu'il pense que l'intimité ne devrait être partagée qu'avec quelqu'un de très spécial. Avec une sincère vulnérabilité, Léa lui demande si elle ne pourrait pas être cette personne spéciale. Sa franchise le laisse sans voix, l'obligeant à remettre en question ses propres actes. Il se souvient de son vœu de service et se demande si ce n'est pas déjà quelque chose de spécial. Il réfléchit à ses sentiments envers elle, admettant qu'il a l'impression de ne pas être assez bien. Il réfléchit à la façon dont elle lui a tout appris et l'a toujours soutenu. Son expression devient déterminée à mesure qu'il prend une décision sur ce qu'il ressent. Après un long soupir, il admet tranquillement que leur lien est déjà très spécial. Il prononce son nom doucement dans le noir, prêt à avouer ses sentiments. En rougissant, il explique que c'est quelque chose de nouveau pour lui. Dans une confession vulnérable, il lui demande timidement de ne pas rire pendant que Léa le regarde, traitant ses paroles. Léa sourit tendrement, les yeux fermés, confirmant ses soupçons par un rire chaleureux. Sigmund, caricatural et embarrassé. Il grogne qu'elle se moque déjà de lui. Les oiseaux chantent alors qu'un nouveau jour se lève sur un paysage baigné de soleil. Debout dans la neige, un jeune olivier solitaire s'élève vers le ciel. Une main gantée arrache délicatement 2 olives mûres de leurs branches délicates. Tenant le plan, Sigmand note qu'il pousse bien malgré l'hiver. Il félicite son équipe de golems, Kujnok et compagnie, leur confiant la suite du travail. Dans ses pensées intérieures, il révèle son intention d'utiliser son temps libre pour créer des choses. Considérer ses ressources abondantes, ses eaux de rivière cristallines et sa forêt abondante. Il réfléchit à son sombre passé, en ressentant une étrange nostalgie. Les matières premières pour votre prochain projet sont affichées. Argile de montagne et cendres d'os de démon. Utilisant sa magie de la terre, elle commence à pétrir l'argile avec ses pieds. Explique le processus d'utilisation de la magie du feu pour créer un ensemble complet de porcelaine tendre. Il mentionne également la fabrication d'ustensiles de table avec du bois et de l'argent qu'il a lui-même extrait. Il commente que les veines minérales rares de la forêt se comportent comme du butin dans un jeu. Déjà à son bureau, Sigmand semble complètement absorbé par son nouveau projet artisanal. Léa entre dans la salle et annonce à son professeur que le déjeuner est prêt. Avec un sourire chaleureux et éclatant, elle répond à ses remerciements pour la nourriture. Sable rapporte que tout est en ordre et reçoit la gratitude de son maître. Par la fenêtre, Sigmand regarde ses golems, Kujnok et Tom, travailler assidûment à l'extérieur. Les servantes jumelles, blanc et noir, lui présentent une assiette de viande de monstre sautée, et il sourit,
heureux que son manoir soit devenu si animé depuis ses débuts. Le grand manoir se dresse paisiblement au-dessus du paysage enneigé de la forêt abyssale. À l'intérieur, Sable et Léa se regardent avec détermination, jurant de protéger leur maison. Une nouvelle scène s'ouvre sur les toits d'une ville démoniaque animée. La place regorge de diverses races monstrueuses vaquant à leurs occupations quotidiennes. Un commerçant homme lézard confirme que Sable est passé par là en diligence. Il dit à un petit félin que malheureusement il ne sait pas où il est allé ensuite. Le chat et un compagnon spectral déplorent la difficulté de trouver Sable. Un personnage plus grand, ressemblant à un loup, nommé Maître Abdon, est adressé par son subordonné. Il demande s'il a réussi à découvrir quelque chose d'utile. Le rapport indique qu'il y a de nombreux témoins, mais personne ne sait où Sable est allé ensuite. Abdon trouve curieux qu'un magicien exemplaire achète des fournitures agricoles. Son familier ailé, une chauve-souris, flotte autour de lui alors qu'il réfléchit à son prochain mouvement. Il décide de fouiller personnellement les périphéries et envoie ses subordonnés dans les cités humaines. De retour au manoir, Sable lève les yeux avec une expression pensive. Sigmand remarque l'expression inquiète de son compagnon et lui demande ce qui ne va pas. Avec un léger sourire, il accepte quand Sable minimise l'affaire pour le moment. Placer un appareil complexe en forme de pyramide sur le sol à côté d'un arbre. Sable pose des questions sur l'appareil et Sigmand explique qu'il s'agit d'une alarme anti-intrusion. Ils conviennent tous les deux qu'ils ont besoin d'une milice pour défendre la maison. Alors que les golems regardent vers le dossel de la forêt, Sigmand se rend compte qu'il a déjà le candidat idéal. Au fond de la forêt se trouve la forme gigantesque d'un gros ours endormi. Sigmand arrache un morceau de viande avec un bruit tranchant. Il fait un pas déterminé vers la bête endormie, avec détermination. Les yeux de la créature s'ouvrirent brusquement avec un grognement menaçant. Sigmand salue l'ours réveillé, attirant toute son attention. Une aura puissante l'entoure alors qu'il se tient fermement devant la bête. L'énorme ours se dresse de toute sa hauteur, poussant en un clin d'œil un rugissement assourdissant et furieux. Sigmand lance une série de coups incroyablement rapides, les impacts puissants s'enchaînent, faisant tomber la créature colossale vaincue et atterrir gracieusement avec une expression sereine et concentrée après l'attaque. L'ours vaincu émet un grognement sourd et douloureux, reconnaissant sa défaite. Un sourire confiant et satisfait apparaît sur le visage de Sigmand alors qu'il savoure sa victoire. Le gros ours se retourne et s'allonge sur le dos en signe clair de soumission. Sigmand lui demande s'il est désormais prêt à devenir son disciple. Un élan de magie puissante enveloppe l'ours alors qu'il lui confère son nouveau nom. Il donne son premier ordre à son nouveau disciple, Azura, de patrouiller les frontières du territoire. Les deux marchent côte à côte à travers la forêt, leurs pas lourds crissant dans les feuilles. Ils atteignent la lisière des vastes prairies ouvertes qu'Azura protégera. Sigmand explique que son premier objectif est de monter de niveau pour se défendre. Azura commence son entraînement en se levant pour attaquer une gigantesque abeille monstre. L'ours pousse un rugissement terrifiant en balançant son énorme griffe vers le sol. Sigmand explique que le deuxième objectif est d'apprendre à Azura comment se comporter parmi les gens normaux. À distance de sécurité, regardez Azura combattre un autre démon ailé. Le monstre vaincu se dissout, laissant derrière lui une petite sphère lumineuse d'énergie. La sphère flotte directement vers la poitrine d'Azura et est absorbée par une douce bouffée. Azura se tourne vers son maître, surpris. Et Sigmand lui demande ce qui vient de se passer. À l'aide de ses lunettes d'évaluation, Sigmand remarque qu'Azura a appris une nouvelle capacité. Il sourit et l'encourage à essayer sa nouvelle attaque de souffle étreignant. Azura laisse échapper un grognement sourd, rassemblant une énorme quantité d'énergie ardente. La capacité s'active et un pouvoir destructeur s'accumule à l'intérieur du grand ours. Un jet de feu colossal et dévastateur jaillit de sa bouche dans une gigantesque explosion. Le calme de Sigmund s'estompe, remplacé par une expression de surprise et de panique totale. Son visage se transforme en une caricature d'incrédulité totale. Il réagit instantanément, jetant sa main en avant pour lancer un puissant sort d'eau. Les deux éléments opposés entrent en collision dans un rugissement et un nuage de vapeur assourdissant. D'un ton sévère, il dit à Azura que cette puissante capacité est interdite sauf en cas d'urgence. Peu de temps après, l'écran de statut d'Azura montre une augmentation significative de sa puissance. Une fois son entraînement au combat terminé, Sigmand commence la leçon suivante, l'interaction avec les humains. Sur un trône lointain. Un point frappe le bureau avec colère. Le divin dirigeant de la nation sainte d'Irvakal est furieux. En hurlant, il demande à savoir pourquoi ses troupes ne peuvent pas s'emparer des prairies. Le capitaine Rodan explique que le chemin fait désormais partie du territoire d'un monstre imposant.
Le capitaine se tient devant son seigneur, tremblant légèrement sous son regard intense. Bacal affirme qu'en tant que descendant de Dieu, il devrait simplement tuer le démon. Rodan reste silencieux, conscient de la réelle gravité de la situation. Il explique patiemment qu'il ne s'agit pas d'une menace courante qu'il peut gérer seul. Il insiste sur le fait que s'il s'agissait d'un monstre normal, il l'aurait déjà éliminé. Il révèle que ses éclaireurs ont identifié la créature comme étant un grand ours tyran Azura. Le dirigeant ignorant demande ce que signifie exactement cette classification. Rodan explique qu'il est une classe supérieure de démons de la redoutable forêt abyssale. Tout le poids de la situation retombe finalement sur le souverain divin. Rodan ajoute que même le tristement célèbre roi Démonval n'a pas osé entrer dans cette forêt. Le capitaine a du mal intérieurement à croire à la nouvelle de la mort récente de Val. Dans un accès de frustration, Rodan claque la table, maudissant ces sales animaux. Son visage devient un masque de colère réprimée et de détermination sinistre. Il quitte la salle du trône, passant devant les gardes dans un silence furieux. Un jeune subordonné s'approche de lui, remarquant son soupir et son expression tendue. Il demande quel est le plan, mais Rodan répond avec dédain qu'il n'en a aucune idée. Un autre subordonné le met en garde contre son ton irrespectueux, mais le capitaine est plus préoccupé par son dirigeant. En traversant le palais, il réfléchit sombrement que sa nation ne pourra plus survivre longtemps. Sa frustration grandit, concluant qu'il vaudrait peut-être mieux que le pays disparaisse tout simplement. Ignorant ce conflit, Sigmand continue d'enseigner patiemment à Azura comment se comporter correctement.